En 1885, le monde colonial européen brutal a été témoin d'un événement sans précédent. Au lieu de coloniser le Congo, le roi Léopold II de Belgique a ajouté le Congo à sa possession personnelle. Contrairement à ce que les puissances européennes faisaient jusque-là, le roi Léopold II a poussé les atrocités à un autre niveau. Au lieu d'être lié par des lois, le roi Léopold II était le maître du Congo, faisant ce qu'il voulait. Pour le monde, il apportait la civilisation au Congo, une croyance raciste à l'époque selon laquelle les pays africains étaient considérés comme non civilisés. Cependant, sous cette impression, le roi Léopold II voulait avoir un territoire où il pourrait gouverner d'une main de fer, tuer des gens à sa guise et extraire des ressources pour sa richesse personnelle. C'est pourquoi la moitié de la population du Congo est morte, soit en raison de châtiments, soit de maladies. Un nombre considérable de ceux qui sont restés avaient les mains ou les pieds amputés comme châtiment pour ne pas avoir travaillé assez pour les profits du roi. Mais quelles sont ces atrocités glaçantes qui ont été commises au Congo par les forces belges, sur les ordres du roi Léopold II de Belgique? Découvrons-le. Même avant d'accéder au trône de Belgique en 1865, le roi Léopold II s'engageait activement à convaincre des hommes politiques belges de premier plan d'établir une présence coloniale en Extrême-Orient ou en Afrique pour étendre et élever le prestige belge. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le bassin du Congo restait largement inexploré par les Européens en raison des défis posés par les forêts tropicales denses, les marais et des maladies tropicales telles que le paludisme et la maladie du sommeil. Mais en 1876, le roi Léopold II de Belgique a initié l'Association africaine internationale, collaborant avec des explorateurs africains renommés et obtenant le soutien de divers gouvernements européens pour faciliter les efforts d'exploration et de colonisation en Afrique. Finalement, l'exploration réussie de la région par Henry Morton Stanley a encore accru l'intérêt de Léopold, le poussant à solliciter l'aide de Stanley pour ses propres ambitions dans la région. Léopold II nourrissait depuis longtemps des ambitions d'établir une colonie belge, mais il avait peu d'encouragement de la part du gouvernement civil belge. Inébranlable, il a décidé de poursuivre ses rêves impériaux de manière indépendante. Au milieu des rivalités européennes en Afrique centrale, des tensions ont surgi, notamment concernant le bassin du Congo, qu'aucune puissance européenne n'avait formellement revendiqué. Pour résoudre cette question, Otto von Bismarck a orchestré la conférence de Berlin en novembre 1884, dans le but de parvenir à une résolution pacifique. Bien que la conférence n'ait pas officiellement entériné les revendications territoriales des puissances européennes, elle a établi des lignes directrices pour garantir la division de la région sans conflit, désignant le bassin du Congo comme une zone de libre-échange. Vous voyez, c'est ainsi que les colons européens avaient l'habitude de faire les choses. Ils s'asseyaient et décidaient qui prendrait quelle partie de la terre, sans demander ni impliquer les habitants de cette terre. À la suite de la conférence de Berlin, Léopold II a acquis un territoire significatif sous son contrôle personnel, qu'il a organisé en tant qu'État indépendant du Congo par le biais de son organisation non gouvernementale, l'Association africaine internationale. Fonctionnant comme un État corporatif, l'État indépendant du Congo est devenu le théâtre de souffrances humaines atroces sous le règne de Léopold. L'exploitation impitoyable, combinée à l'introduction de nouvelles maladies dues aux contacts européens, a causé une perte de vie incommensurable, exacerbée par les tactiques brutales de l'armée privée de Léopold, la force publique. La force publique terrorisait la population locale, extrayait des ressources par le travail forcé, tuait et maltraitait de manière indiscriminée les habitants autochtones. Cependant, la colonisation a été accueillie avec scepticisme en Belgique, car elle était considérée comme une industrie risquée et coûteuse, sans bénéfice apparent pour le pays. Les tentatives de Léopold pour persuader les politiciens ont rencontré un succès limité. C'est pourquoi il avait le Congo comme sa propriété privée, sans ingérence du gouvernement belge. L'excuse donnée par le roi Léopold II pour coloniser le Congo en privé était de fournir une aide humanitaire et d'introduire la civilisation à la population autochtone. Mais le monde a vu, dans la décennie à venir, que l'exact opposé était fait. Le roi Léopold II a même commis des atrocités que personne n'aurait pu imaginer à l'époque. Lors de la conférence de Berlin de 1884 à 85, les dirigeants européens ont officiellement reconnu l'autorité de Léopold sur l'État indépendant du Congo, nominalement indépendant, entourant une étendue de 2 350 000 km². Cette reconnaissance était basée sur la prémisse que cette région servirait de zone de libre-échange et d'État tampon entre les sphères d'influence britanniques et françaises.
À l'intérieur de l'État libre, Léopold détenait un contrôle personnel absolu avec une délégation limitée à ses subordonnés. Le personnel administratif et les fonctionnaires étaient constamment en pénurie, comptant entre 700 et 1500 pendant cette période. Au cours des premières années de l'État libre, une grande partie des efforts administratifs étaient dirigés vers la consolidation du contrôle en s'engageant dans des conflits avec les communautés africaines aux frontières qui résistaient à l'autorité de l'État libre. Tout en gérant les conflits, les autorités belges étaient au Congo pour une seule chose, garantir des profits substantiels à ses investisseurs, notamment le roi Léopold II. Cependant, des défis sont apparus tôt lorsque la dépendance aux exportations d'ivoire n'a pas répondu aux attentes, entraînant une instabilité financière et des situations de quasi-défaut pour l'administration coloniale. Un tournant est apparu avec la demande croissante de caoutchouc naturel dans les années 1890. Profitant de cette opportunité, l'État libre a imposé le travail forcé aux hommes congolais, les contraignant à collecter du caoutchouc sauvage pour l'exportation vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le nom du pays, l'État indépendant du Congo, était ironique car il n'était ni libre ni un État mais une colonie et la propriété privée du roi Léopold II. En 1891, le système d'Omanlal a été introduit pour rationaliser les opérations économiques dans la région, ce qui a entraîné le morcellement des terres. Ce système classait toutes les terres non occupées, y compris les forêts et les zones non cultivées, comme inhabitées, relevant de l'autorité directe de l'État. Cette politique a effectivement placé de nombreuses ressources, en particulier le caoutchouc et l'ivoire, sous une propriété coloniale directe. Diverses sociétés privées ont obtenu des concessions, la société Anversois acquérant 160 000 km² dans le nord et la société Anglo-Belgian India Rubber Company, à Biar, sécurisant un territoire comparable dans le sud. De plus petites concessions ont été attribuées à la Compagnie du Katanga et à la Compagnie des Grands Lacs dans le sud et l'est, respectivement. Les travailleurs, souvent rémunérés avec des articles maigres tels que du tissu, des perles, du sel ou des couteaux, étaient soumis à un traitement sévère et à la coercition. Les dissidents encouraient des conséquences brutales, notamment des passages à tabac et des coups de fouet avec de lourds fouets en cuir, tandis que des expéditions punitives étaient envoyées pour détruire les villages qui résistaient. Oui, des génocides complets étaient perpétrés comme pratique courante. L'impact de cette politique a été dévastateur, entraînant l'effondrement de la vie économique et culturelle congolaise et la perturbation de l'agriculture dans diverses régions. Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Poursuivons maintenant. L'application du quota de production de caoutchouc incombait principalement à la force publique, la force militaire coloniale établie en 1885. Composée d'un mélange d'officiers blancs, de sous-officiers et de soldats noirs recrutés dans diverses régions, la force publique utilisait des données ethniques et sociales spécifiques, y compris les Bangla. Notamment, les Aposap, connus pour leur brutalité et leurs pratiques cannibales présumées, abusaient fréquemment de leur autorité pour capturer des esclaves. En 1900, la force publique comptait une force considérable de 19 000 hommes. De plus, des milices privées engagées par des compagnies de caoutchouc collaboraient souvent avec la force publique pour imposer leurs règles d'exploitation. Le système du caoutchouc rouge a perduré de 1891 à 1906, principalement localisé dans les régions de l'Équateur, de Bandundu et de Kasaï, où son impact néfaste sur la population locale a été fortement ressenti. Le non-respect des quotas de collecte de caoutchouc dans l'État libre du Congo entraînait souvent des répercussions sévères, y compris la mort. La force publique, la force militaire de l'État, a adopté une pratique macabre consistant à présenter des mains sectionnées comme preuve, craignant une utilisation potentielle des munitions importées à d'autres fins que l'application. Ce système brutal a créé un cycle perturbant où des mains sectionnées étaient échangées contre du caoutchouc, symbolisant l'extrême brutalité qui prévalait dans l'État libre du Congo. Les archives historiques détaillent les actes inhumains sous le règne du détesté fonctionnaire d'État Léon Fiavé. Un incident épouvantable a vu des autochtones capturés forcés dans un filet avec des pierres lourdes avant d'être jetés dans la rivière sous le commandement de Fiavé. De même, des soldats étaient dirigés pour exposer les têtes d'hommes sur les palissades du village et disposer femmes et enfants en forme de croix en punition d'un village protestataire. La collecte de mains sectionnées servait de monnaie macabre, indiquant l'ampleur de la violence et de l'exploitation dans l'État libre du Congo. Les soldats de la force publique substituaient souvent des mains au caoutchouc dans les postes,
le nombre de mains collectées influençant leurs primes, entraînant de nombreuses mutilations. Divers témoignages de survivants révèlent des cas où des individus faisaient semblant d'être morts pendant les massacres, endurant l'horreur de voir leurs mains mutilées avant de chercher de l'aide une fois que les soldats étaient partis. On dit que Léopold II s'opposait à la mutilation non pas en raison de son humanité, mais parce qu'il la considérait nuisible à ses intérêts économiques. Sa déclaration présumée, « Coupez les mains. C'est idiot. Je couperai toutes les autres, mais pas les mains. C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo », met en lumière un mépris cruel pour la souffrance humaine, même au sein du paysage déjà brutal de l'État libre du Congo. Cependant, lorsque la mutilation ne créait pas la peur chez la population autochtone pour obliger les travailleurs à collecter du caoutchouc, les forces belges utilisaient une méthode inhumaine. La présence des compagnies de caoutchouc a exacerbé l'impact de catastrophes naturelles telles que la famine et la maladie. Le système de collecte d'impôts d'Abir forçait les hommes à quitter les villages pour la collecte de caoutchouc, laissant une main-d'œuvre insuffisante pour cultiver de nouveaux champs, ce qui entraînait des rendements en baisse et une famine généralisée. La situation a été aggravée par le vol de cultures et d'animaux de ferme par les gardes des compagnies, aggravant la crise. Sous le règne de Léopold, des colonies d'enfants ont été établies, où des enfants congolais orphelins étaient enlevés de force et envoyés dans des écoles dirigées par des missionnaires catholiques, beaucoup succombant à la maladie et à des conditions difficiles. De même, la main-d'œuvre non congolaise a également été exploitée, avec l'arrivée de 540 travailleurs chinois pour travailler sur les chemins de fer, ce qui a entraîné des taux de mortalité élevés dus à des accidents, au manque d'abri, au mauvais traitement et à la maladie. De plus, les travailleurs caribéens et d'autres travailleurs africains employés pour la construction du chemin de fer ont également fait face à de grandes difficultés, un nombre significatif d'entre eux décédant au cours des 2 premières années. Tout cela a commencé en 1885 lorsque Léopold a obtenu le consentement des grandes puissances européennes lors de la conférence de Berlin pour placer 900 000 miles carrés du bassin du Congo sous le contrôle de sa société, plutôt que sous le contrôle de la Belgique. Pour mettre cela en œuvre, Léopold a dirigé que les 2/3 de l'ensemble du pays soient désignés comme sa terre privée, où les habitants étaient non seulement interdits de commercer avec quiconque d'autre, mais étaient également tenus de fournir des biens à des prix fixes définis par l'État. L'application de ces mandats reposait largement sur la violence, la menace de la mort planant sur ceux qui ne parvenaient pas à atteindre les quotas. Dans un effort perturbant pour conserver les munitions, les officiers de la force publique de Léopold exigeaient une main de victime pour chaque balle tirée. Les demandes gonflées de caoutchouc au cours des années 1890 ont souvent abouti à des quotas inatteignables, conduisant à la pratique glaçante de collecte de mains humaines, qui est rapidement devenue le symbole de la réalité cauchemardesque du Congo. De manière troublante, cet échange macabre a parfois conduit des villages entiers à recourir à des batailles, présentant à la force publique des dizaines de mains en substitution à leur propre récolte de caoutchouc. Cependant, l'augmentation des canaux de communication et de commerce qui ont facilité cette exploitation a également permis la divulgation de rapports sur les abus. En 1900, le gouvernement britannique a publié un mémoire détaillé mettant en lumière de nombreuses atrocités et mauvais traitements envers les travailleurs au Congo, en particulier ceux qui avaient migré depuis les territoires britanniques. Le consul Roger Casement, qui a plus tard été exécuté pour son implication dans la lutte des prisonniers de guerre irlandais contre la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, a joué un rôle crucial dans la révélation de ces atrocités. Les rapports des missionnaires et des journalistes, notamment des Morel, ont révélé l'ampleur des atrocités commises au Congo, incitant la Grande-Bretagne à exiger que la Belgique intervienne dans les affaires de l'État indépendant du Congo. Jusque-là, le roi Léopold II contrôlait le Congo, mais en 1908, le gouvernement belge a pris le contrôle du Congo, à un moment où les atrocités commises sous le régime de Léopold avaient entraîné un déclin significatif de la population, suscitant l'indignation généralisée et la création du terme « caoutchouc rouge » comme raccourci pour désigner les atrocités commises au cours de ce sombre chapitre. Mais Léopold avait déjà exploité et pillé la Belgique suffisamment. Il avait alloué d'importantes portions de l'État indépendant du Congo à des entreprises privées, principalement avec lui-même en tant qu'actionnaire clé. Ces entreprises, par des moyens violents et la manipulation des autorités locales, ont extrait impitoyablement des ressources naturelles. Les historiens ont souligné l'impact catastrophique des concessions de caoutchouc accordées pendant le règne de Léopold II sur les communautés locales. On estime qu'environ 10 millions de personnes, soit environ la moitié de la population du Congo,
ont péri entre 1880 et 1920. Une de ces entreprises, la compagnie Abir Congo, opérait dans l'État indépendant du Congo, qui était la propriété personnelle du roi Léopold II. La société a acquis une concession substantielle dans la région du Nord, ainsi que le droit de prélever des impôts sur les habitants. Bien que la société fût tenue de compenser les villageois pour la fourniture de caoutchouc, ces paiements étaient souvent effectués en nature plutôt qu'en monnaie. La principale motivation des villageois pour récolter du caoutchouc n'était pas la maigre compensation, mais la crainte de la punition. L'administration belge a imposé un système de taxation coercitive qui poussait délibérément les Congolais à chercher un emploi auprès d'employeurs européens pour obtenir les fonds nécessaires à ces paiements. Même après la fin de l'État libre, les Congolais étaient contraints de fournir un certain nombre de jours de travail par an pour divers projets d'infrastructure. La perte massive de vie pendant l'ère de l'État libre a suscité des débats parmi les chercheurs pour savoir si ces atrocités peuvent être qualifiées de génocidaires ou si elles étaient principalement le résultat d'une exploitation économique sévère plutôt que d'une politique délibérée d'extermination. Par conséquent, il existe divers points de vue sur le fait que les actions de l'État libre constituent un génocide. La définition de génocide des Nations Unies de 1948 stipule « acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». En raison de cette définition stricte, de nombreux historiens se sont abstenus d'utiliser le terme génocide pour caractériser les atrocités de l'État libre. Dans un manuscrit non publié, Raphaël Lanquin, le créateur du terme génocide, a affirmé que l'État libre avait été le témoin d'un génocide incontestable. Certains chercheurs, dont Adam Jones, ont souligné la sous-représentation des hommes dans les chiffres de la population congolaise après le règne de Léopold comme preuve de génocide pur et simple. Même si les historiens hésitent à qualifier ces atrocités de génocide, car ils sont eux-mêmes européens, il n'est pas difficile pour nous de juger ce que c'était. Ce que le roi Léopold II et la Belgique ont fait au Congo n'a trouvé aucun autre parallèle. C'est parce que dans un génocide comme l'Holocauste, l'objectif principal était de tuer un groupe religieux ou ethnique. Cependant, dans le cas du Congo, les objectifs étaient non seulement de tuer, mais aussi d'en tirer profit, en exploitant les ressources des morts. Qu'en pensez-vous ? La Belgique a-t-elle l'audace de défendre que le roi Léopold II apportait la civilisation au Congo ? N'est-il pas vrai que les livres d'histoire ne parlent jamais du roi Léopold II, même s'il a perpétré un génocide plus important que l'Holocauste ? Faites-nous part de vos réflexions sur la méchanceté de l'Europe, peut-être jusqu'à nos jours. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire, et des preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez branchés. Vous